Elle fuyait son ex-petite amie sous une tempête déchaînée. Désespérée et terrorisée, elle s'engouffra dans la première porte ouverte qu'elle rencontra. Sans frapper, sans vérifier, elle avait juste besoin de se cacher. À son insu, elle venait de s'inviter à une réunion privée d'un chef de la mafia. Et plutôt que de la jeter dehors, il décida de la garder en sécurité. Les mains d'Elena tremblaient si violemment qu'elle peinait à tenir son téléphone. L'écran affichait 17 appels manqués de Marcus, et le chiffre continuait de grimper. Dehors, par les baies vitrées du Belmont Grand Hotel, la foudre déchirait le ciel de Manhattan, suivi d'un tonnerre qui faisait vibrer les carreaux. Elle n'aurait pas dû venir ici, elle n'aurait pas dû accepter de le revoir une dernière fois. Mais Marcus avait paru différent au téléphone. Calme, raisonnable, comme l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois 2 ans auparavant, avant les applications de surveillance sur son téléphone, avant qu'il ne commence à apparaître sur son lieu de travail, avant qu'il ne la persuade que le quitter ruinerait sa vie. « Je veux juste que tu mettes un terme à notre relation », avait-il dit. Un café, c'est tout. Un café s'était transformé en lui bloquant sa voiture dans le parking souterrain. Son ton raisonnable s'était lézardé comme de la vieille peinture, révélant la rage sous-jacente. « Tu crois pouvoir me quitter comme ça ?» avait-il hurlé, frappant sa main sur son capot. « Sais-tu qui je connais? Quelles sont mes relations ?» Elena avait fui. Elle avait laissé son sac à main, ses clés de voiture, tout. Elle avait couru sous la pluie dans ses vêtements de travail, un chemisier blanc déjà trempé et une jupe crayon qui rendait difficile de se déplacer rapidement. Elle s'était précipitée dans le premier bâtiment qu'elle avait vu. Maintenant, Marcus franchissait ces mêmes portes vitrées, l'eau dégoulinant de son costume coûteux, ses yeux scrutant le hall comme un prédateur. Le cœur d'Elena battait la chamade contre ses côtes. La concierge était au téléphone. Les quelques clients dans le hall ne faisaient pas attention. Elle avait besoin d'un endroit où se cacher, où il ne pourrait pas la suivre. Le hall des ascenseurs était trop exposé. Le restaurant était trop bondé. Il la trouverait là. Mais au bout du couloir, à sa gauche, elle aperçut quelque chose. Un ascenseur pour Penthouse, dont les portes commençaient juste à se refermer. Elle ne réfléchit pas. Elle bougea simplement. Ses talons claquèrent sur le marbre. Elle sprinta, glissa sa main entre les portes. Elles s'ouvrirent en rebondissant et elle trébucha à l'intérieur, se pressant contre la paroi arrière. « Dieu merci !» souffla-t-elle, appuyant sur le bouton de l'étage Penthouse. N'importe quel étage, sauf celui-ci. L'ascenseur monta en douceur, et pendant 30 secondes, Elena se laissa croire qu'elle était en sécurité. Elle attendrait quelques minutes à l'étage, puis prendrait les escaliers, se faufilait par une sortie latérale, et appellerait la police de loin. Les portes s'ouvrirent avec un doux carillon. Elle sortit dans un couloir privé, un luxe discret, des moulures, une porte unique au fond. Le genre d'endroit qui coûtait plus par nuit que ce qu'elle gagnait en 1 mois. Elle attendrait ici près de l'ascenseur, à l'abri des regards, jusqu'à ce que la porte du Penthouse s'ouvre. Une montagne d'hommes en costume sombre remplissait l'embrasure de la porte. Il avait une cicatrice qui partait de sa tempe jusqu'à sa mâchoire et des yeux qui l'évaluèrent en une demi-seconde. « Mauvais étage », dit-il, sa voix rauque. Sa main se porta à sa ceinture, vers quelque chose de dissimulé là. « Je suis désolé. Les mots d'Elena s'en mêlèrent. À travers la porte ouverte derrière lui, elle vit d'autres hommes. Une table de conférence, des papiers étalés dessus, et quelqu'un au bout de la table se tournant pour la regarder. « Attendez, » dit une nouvelle voix, douce, curieuse, « laissez-la entrer. » L'homme balafré hésita, puis s'écarta. L'instinct de survie d'Elena lui criait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. L'ascenseur était déjà descendu, et quelque chose dans cette voix, l'autorité qu'elle dégageait, fit avancer ses pieds avant que son cerveau ne réagisse. La suite Penthouse était immense. Des fenêtres du sol au plafond montraient de la tempête faisant rage sur la ville. 6 hommes étaient assis autour de la table, tous en costume coûteux, tous la regardant avec des degrés variables de suspicion. Des documents recouvraient la table. Elle entrevit des noms, des chiffres, des photographies, avant que quelqu'un ne referme un dossier d'un geste décontracté. Au bout de la table était assis l'homme, à l'origine de cette voix. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être au milieu de la trentaine, avec des cheveux foncés coiffés en arrière, et des yeux qui semblaient en capter chaque détail. Son costume coûtait probablement plus cher que sa voiture. Il tenait un verre de liquide ambré, du whisky peut-être, et il la regardait de la même manière que l'on pourrait examiner une pièce d'échecs inattendue apparue sur l'échiquier. « Vous tremblez, observa-t-il. Vous fuyez quelqu'un. » La bouche d'Elena était sèche. « Mon ex-petite amie. Il est en bas. J'avais juste besoin de... » Je ne voulais pas vous interrompre.
Je vais partir. Asseyez-vous, dit l'homme, désignant une chaise vide. Je ne devrais vraiment pas. J'insiste, ce n'était pas une demande. Elena s'assit. Ses vêtements mouillés laissaient des marques sur le fauteuil en cuir, mais personne ne semblait s'en soucier. Les hommes autour de la table échangèrent des regards qu'elle ne put interpréter. « Comment vous appelez-vous » demanda l'homme. « Anna, Elena Santos. »« Elena » Il prononça son nom comme s'il en savourait chaque sonorité. « Je suis Vincenzo. »« Et vous avez atterri au beau milieu d'une réunion très privée. » Il fit une pause. « Votre ex-petit ami est-il du genre jaloux, du type dangereux ?»« Les deux, » admit Elena. La peur qui l'avait poussée en avant commençait à se fissurer, et en dessous se cachait l'épuisement. « Il ne me laissera pas partir. Il dit toujours qu'il a des amis puissants et que je regretterais de le contrarier. » Quelque chose passa sur le visage de Vincenzo. Amusé, peut-être, ou reconnaissant. « Cet ex-petit ami dangereux a-t-il un nom ?»« Marcus Webb. » La réaction fut instantanée. L'un des hommes à la table, un monsieur plus âgé aux cheveux argentés, se pencha en avant. Webb, le petit préféré de William Carrington. L'expression de Vincenzo ne changea pas, mais Elena vit ses doigts se crisper légèrement sur son verre. « Intéressant, » dit-il doucement. Puis, à l'homme cicatrisé près de la porte. « Carlo, vérifiez discrètement le hall. Voyez si quelqu'un correspondant à cette description fait une scène. » Carlo hocha la tête et disparut. Le cœur d'Elena battait toujours la chamade. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû monter ici, je devrais partir. »« Quitter cet endroit ?» dit Vincenzo, secouant la tête. « Que faites-vous? Affronter la tempête? Courir après un homme probablement encore en bas? Non, vous resterez jusqu'à ce que nous soyons certains de votre sécurité. Considérez-le comme de l'hospitalité. » Les autres hommes à la table regardaient leur patron comme s'il avait deux têtes. Vincenzo se leva, se dirigeant vers la fenêtre, son verre à la main. La foudre illumina son profil. « Dites-moi, Elena Santos, depuis combien de temps Marcus Webb vous complique-t-il la vie ?» Et d'une certaine manière, debout dans le penthouse d'un étranger, entouré d'hommes à l'allure dangereuse, Elena commença à parler. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'entrer dans la seule pièce de tout New York qui pouvait tout changer. Carlo revint 15 minutes plus tard, de l'eau dégoulinant de ses épaules. Il se pencha près de Vincenzo, parlant à voix basse. Mais Elena capta des fragments. Fait une scène, exige de fouiller les étages, concierge à appeler la sécurité. La mâchoire de Vincenzo se serra presque imperceptiblement. Il sortit son téléphone, tapa quelque chose rapidement, puis le remit dans sa poche. Occupe-temps. Carlo hocha la tête et repartit, cette fois avec deux autres hommes de la table. Le cœur d'Elena se serra. « Il va se faire arrêter. Marcus ne supporte pas le rejet. Il ne sera pas arrêté, » dit Vincenzo, retournant à sa place. La réunion était clairement terminée. Les hommes restants rangeaient les documents, se déplaçant avec une efficacité routinière. « Mon équipe de sécurité a un arrangement avec l'hôtel. Votre ex-petit ami sera escorté poliment mais fermement. Votre équipe de sécurité ?» Elena regarda autour de la suite, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. La déférence que ces hommes montraient à Vincenzo, la façon décontractée dont il avait passé un coup de téléphone et s'attendait à ce que les problèmes disparaissent. « Qui êtes-vous » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Quelqu'un qui apprécie les interruptions inattendues plus que je ne devrais. » Il désigna la table, maintenant vide. « Vous avez du cran, Elena Santos. La plupart des gens qui tombent sur mes réunions privées ne s'assoignent pas et ne me racontent pas leur vie. Vous m'avez dit de m'asseoir. Je l'ai fait, et vous auriez pu fuir, mais vous êtes resté. » Il l'étudia avec ses yeux sombres et scrutateurs. « Pourquoi » Elena n'avait pas de bonne réponse. Peut-être parce que la fuite n'avait pas fonctionné. Peut-être parce que quelque chose chez cet inconnu la rassurait plus que l'homme qui prétendait l'aimer. « Je suis fatigué de fuir. » Vincenzo resta silencieux un instant, puis se leva et se dirigea vers un chariot-bar près des fenêtres. « Un verre ?»« Je devrais vraiment partir. La tempête ne se calme pas. Votre ex-petit ami est en train d'être expulsé du hall. Je vous garantis qu'il ne partira pas sans histoire. Et à moins que je ne me trompe, vous avez laissé votre sac à main, vos clés et votre téléphone dans votre voiture. » Il versa 2 verres d'un liquide ambré. « Vous n'avez nulle part où aller ce soir, pas en toute sécurité. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Elena accepta le verre, le cristal lourd dans sa main. Elle prit une petite gorgée, whisky doux et coûteux, une chaleur brûlante descendant dans sa gorge. « Depuis combien de temps ?» demanda Vincenzo, s'installant sur la chaise en face d'elle. « Depuis combien de temps, quoi ? Depuis combien de temps Marcus Webb vous contrôle-t-il » La franchise de la question la prit au dépourvu. « Il ne me contrôle pas. » Vincenzo haussa un sourcil. «
Vous êtes trempé, caché dans le penthouse d'un étranger, et de votre propre aveu, vous avez essayé de le quitter. Ce n'est pas une relation, c'est une cage. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 2 ans, cela fait 2 ans. Les mots sortirent, plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. Il n'a pas toujours été comme ça. Au début, il était charmant, attentif. Ensuite, ce furent de petites choses. Vérifier ma localisation, vouloir mes mots de passe, se mettre en colère quand je parlais à des collègues masculins. Au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà... Elle s'interrompit. Piégé, termina Vincenzo. Oui, il but lentement une gorgée de son verre, son expression indéchiffrable. Et William Carrington, comment s'intègre-t-il dans tout ça? Helena fronça les sourcils. Le patron de Marcus, un promoteur immobilier très riche, très influent. Oh, monsieur Carrington. Helena l'avait rencontré une fois à une soirée d'entreprise à laquelle Marcus l'avait traîné. Marcus parle toujours de leur proximité, de la façon dont monsieur Carrington le prépare à un partenariat. Je pense que c'est la seule relation à laquelle Marcus tienne réellement. Une lueur énigmatique, peut-être de satisfaction ou de calcul, traversa les yeux de Vincenzo. Avant qu'Helena ne puisse formuler sa question, son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil distrait avant de lever les yeux vers elle. Votre ex-petite amie a quitté les lieux. La sécurité lui a suggéré de ne pas revenir. Un flot de soulagement inonda Helena, immédiatement suivi d'une angoisse familière. Il m'attendra simplement à mon appartement, pensa-t-elle, terrifiée. Alors, vous n'irez pas à votre appartement ce soir, rétorqua Vincenzo, boutonnant sa veste de costume. Je vous fais préparer une chambre au 3e étage, loin du niveau du penthouse. Vous resterez ici jusqu'à ce que la tempête se calme et que nous puissions prendre des dispositions pour votre sécurité. Helena le fixa, stupéfaite. Vous me laissez rester? Pourquoi? Parce que je le peux, répondit-il simplement, comme si cette évidence éclairait tout. Et parce que Marcus Webb est précisément le genre d'homme qui a besoin d'apprendre qu'il ne peut pas tout avoir. Une pointe, une acrimonie nouvelle, tinta sa voix. C'est personnel, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez même pas. Vincenzo se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. Non, mais je connais les hommes comme Marcus Webb, et je connais William Carrington bien mieux que vous ne le réalisez. Il sortit une carte de visite, la déposa sur la table à côté d'elle. La chambre sera enregistrée sous le nom de Maria Gonzalez. Personne ne saura que vous êtes ici. Reposez-vous bien, Helena. Demain, nous discuterons de la suite des événements. La suite des événements? Répéta Helena, mais Vincenzo était déjà à la porte. Il se retourna une dernière fois vers elle, et un sourire presque prédateur étira ses lèvres. Demain, vous commencerez à reprendre le contrôle de votre vie. La porte se referma derrière lui dans un doux déclic. Helena resta seule dans l'immense penthouse, le tonnerre grondant au dehors, serrant une carte de visite sur laquelle ne figuraient que Vincenzo Moretti et un numéro de téléphone. Elle ignorait alors que ce nom résonnait à New York, qu'il était synonyme de pouvoir, de danger et d'un monde qu'elle n'avait vu que dans les films. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois en 2 ans, les menaces de Marcus lui semblaient étrangement lointaines. Épuisée par l'adrénaline et la peur, Helena s'endormit presque instantanément. La chambre d'hôtel était calme et sombre, la tempête ayant finalement traversé la ville. Plusieurs étages au-dessus d'elle, Vincenzo Moretti se tenait à la fenêtre de son penthouse, observant les dernières pluies ruisseler sur la vitre. Derrière lui, son conciliaire, un homme aux yeux perçants nommé Dominique Rousseau, était assis à la table à manger, armé d'un ordinateur portable et de 3 téléphones. « Vous êtes imprudent », lança Dominique sans lever les yeux. « Protéger une femme au hasard parce qu'elle a fui son petit ami, ce n'est pas votre genre. »« Elle n'est pas au hasard », rétorqua Vincenzo en se détournant de la fenêtre. « Vérifiez tout, son passé, son emploi, sa famille, ses amis, et refaites une enquête sur Marcus Webb, plus en profondeur cette fois. Je veux savoir ce qu'il a mangé au petit-déjeuner, il y a 3 ans. » Les doigts de Dominique volèrent sur le clavier. « Vous pensez qu'elle est une taupe? Que quelqu'un l'a envoyée pour vous approcher? Peut-être, ou peut-être... Je ne crois tout simplement pas aux coïncidences. » Vincenzo se servit un autre verre. « Marcus Webb travaille pour William Carrington, le même William Carrington qui me doit 8 millions de dollars et qui trouve toujours des moyens créatifs de ne pas payer. Vous pensez que Webb est au courant de la dette? Je pense que Carrington s'entoure de gens qu'il peut contrôler. » Des gens qu'il peut utiliser comme boucliers, murmura Vincenzo, en faisant tournoyer le whisky dans son verre. Découvrez à quel point la connexion de Webb est profonde. Pendant 20 minutes, seuls les cliquetis du clavier et les légers bourdonnements des téléphones rompirent le silence.
Carlos se tenait près de la porte, immobile comme une statue, tandis que deux autres hommes sollicitaient leurs contacts, demandant des faveurs, accédant à des bases de données censées être inaccessibles. Finalement, Dominique se pencha en arrière et siffla doucement. « J'ai trouvé quelque chose. » Vincenzo s'approcha de la table. Sur l'écran de l'ordinateur portable s'affichait un document financier, un accord de partenariat entre Marcus Webb et Carrington Properties datant de 6 mois. « Webb n'est pas seulement un employé, » expliqua Dominique en faisant défiler des pages de jargon juridique. Il est le protégé de Carrington, préparé pour un poste de partenaire principal. Ils l'ont désigné comme principal contact pour 4 grands projets de développement, y compris ce terrain au bord de l'eau à Brooklyn. « Celui qui nous intéresse, » dit Vincenzo d'une voix basse. « Exactement, et regardez ça. » Dominique ouvrit un autre fichier. Il y a 3 mois, Webb a obtenu une ordonnance restrictive contre un ancien collègue qui affirmait que Webb lui avait volé des designs exclusifs. L'avocat du collègue a soudainement abandonné l'affaire. Devinez qui a réglé les frais juridiques. Carrington. 500 000 $ pour que ça disparaisse. Carrington couvre les bêtises de Webb depuis plus d'1 an maintenant. Dominique cliqua sur un autre écran. Mais c'est là que ça devient intéressant. Webb n'est pas seulement le favori de Carrington, c'est aussi la police d'assurance de Carrington. Regardez l'autorité de signature. Vincenzo se pencha, les yeux plissés. Webb a l'autorisation de contresigner pour 3 des sociétés écrans de Carrington. Celle que Carrington utilise pour déplacer de l'argent quand il ne veut pas y être associé. La voix de Dominique trahissait une pointe de satisfaction, y compris les comptes d'où nos 8 millions de $ auraient dû provenir. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Donc, si quelque chose arrive à Webb, dit lentement Vincenzo, ces comptes deviennent compliqués à débloquer pour Carrington. Extrêmement compliqués. La signature de Webb est légalement requise pour tout transfert important. Il faudrait des mois à Carrington pour démêler les papiers, peut-être plus longtemps. Et pendant ce temps, tout le monde regarderait ses comptes, posant des questions. Dominique ferma l'ordinateur portable. Webb n'est pas seulement un employé, c'est à la fois un bouclier et un verrou. Vincenzo retourna à la fenêtre, son esprit analysant les implications. 8 millions de $, 6 mois de retard et d'excuses de la part de Carrington. Et maintenant, une femme fuyant l'atout le plus précieux de Carrington lui était littéralement tombée dans les bras. « Et la fille ?» demanda Carlo depuis l'embrasure de la porte. Dominique ouvrit le dossier d'Elena. Elena Maria Santos, 27 ans, coordinatrice de projet pour une entreprise de marketing à Midtown. Dossier vierge, aucune dette, aucun antécédent judiciaire. Parents décédés dans un accident de voiture il y a 5 ans. Pas de frères et sœurs. Quelques amis proches, mais elle s'est de plus en plus isolée au cours des 18 derniers mois. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter Webb, compléta Vincenzo. Exactement. Ces réseaux sociaux sont devenus inactifs à peu près au même moment. Un schéma classique de relations abusives. Dominique fit défiler d'autres données. Elle a déjà essayé de quitter Webb 2 fois auparavant. Une fois, il est arrivé à son bureau avec des fleurs et des excuses. Il l'a fait licencier pour avoir causé une scène. Elle a dû trouver un nouvel emploi. La 2e fois, quelqu'un a crevé ses pneus et s'est introduit dans son appartement. Un rapport de police a été déposé, mais l'enquête n'a jamais abouti. L'expression de Vincenzo s'assombrit. Laissez-moi deviner. Carrington a également fait disparaître cette enquête. On ne peut pas le prouver, mais le détective chargé de l'affaire a été soudainement transféré à la circulation. Dominique leva les yeux. « Patron, cette fille est une victime. Elle n'a ni motif, ni lien avec notre monde. Elle est vraiment tombée dans la mauvaise pièce. »« Ou la bonne » murmura Vincenzo. Dominique se leva, fermant son ordinateur portable. « Vous envisagez de l'utiliser. Je pense qu'elle est déjà utilisée, par Webb, par Carrington. Je pense qu'elle mérite mieux que d'être le souffre-douleur de quelqu'un. » Vincenzo termina son verre et le posa avec un claquement sec. « Et je pense que William Carrington est sur le point d'apprendre que les personnes qui l'utilisent comme bouclier peuvent très rapidement devenir des responsabilités. La fille ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée, » prévint Dominique. « Si vous l'impliquez là-dedans, je ne l'implique dans rien. Je vais simplement m'assurer que Marcus Webb reste loin d'Elena Santos. » Le sourire de Vincenzo était glacial. Et si cela rend Carrington nerveux à propos de son précieux protégé, eh bien, c'est juste une heureuse coïncidence. Dominique et Carlo échangèrent un regard. Ils travaillaient pour Vincenzo Moretti depuis assez longtemps pour reconnaître cette expression. Quelqu'un était sur le point de passer une très mauvaise semaine. « Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions ?» demanda Carlo. « Surveillez-la, protégez-la et gardez un œil sur Webb. Je veux connaître chacun de ses mouvements. » Vincenzo se dirigea vers sa chambre, puis marqua une pause. Et Dominique, découvrez tout sur ces sociétés écrans.
chaque compte, chaque transaction, chaque signature que Webb a touchée. Si Carrington veut continuer à éviter sa dette, assurons-nous qu'il comprenne le prix à payer. Après le départ de Vincenzo, Dominique secoua la tête. Il s'implique personnellement, ce n'est pas son genre. Carlo grogna. Peut-être qu'il ne s'agit plus d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Carlo regarda vers la porte par laquelle Vincenzo avait disparu. Est-ce que vous avez vu son regard quand elle parlait d'être piégée? Oui, dit doucement Dominique. J'ai vu. Tous deux connaissaient l'histoire de Vincenzo Moretti. Ils savaient pourquoi une femme fuyant un homme contrôlant pouvait toucher une corde sensible plus profonde qu'une simple stratégie commerciale. Mais aucun des deux ne le dit à voix haute. Certaines choses, même inconciliaires, ne les discutaient pas. Elena se réveilla sous les rayons du soleil, filtrant à travers les fenêtres du sol au plafond, et, pendant un bref et déroutant instant, oublia où elle se trouvait. Les draps étaient en coton égyptien, bien plus doux que tout ce qu'elle possédait. La chambre faisait 2 fois la taille de son appartement. Puis tout lui revint en mémoire. Marcus, la tempête, le Pentouse, Vincenzo Moretti. Elle s'assit rapidement, son cœur battant la chamade. Qu'avait-elle fait? Elle avait raconté sa vie entière à un parfait inconnu, un inconnu dangereux à en juger par les hommes armés. Elle avait accepté son aide sans poser de questions. Son téléphone, elle avait besoin de son téléphone. Ses clés de voiture, son sac à main. Tout était encore dans le parking avec Marcus, qui à présent était probablement... Un coup à la porte la fit sursauter. « Mademoiselle Santos ?» Une voix féminine, professionnelle et calme. « Monsieur Moretti m'a demandé de vous apporter le petit déjeuner et des vêtements frais. Puis-je entrer ?» Elena s'enroula dans le peignoir de l'hôtel et ouvrit la porte. Une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants fit entrer un chariot chargé de café, de pâtisserie, de fruits et d'une housse de vêtements. « Je suis Marie, la responsable de l'étage. Monsieur Moretti a pensé que vous pourriez en avoir besoin. » Elle accrocha la housse à la porte du placard. « Il y a une robe simple, des sous-vêtements, des chaussures, tout à votre taille. » Il a été très précis à ce sujet. Les joues d'Elena rougirent. « Comment a-t-il pu connaître ma taille ?» Marie sourit d'un air entendu. « Monsieur Moretti est très minutieux. Il tenait également à ce que je vous informe que vos effets personnels ont été récupérés de votre véhicule. Ils vous seront remis en bas. » Elle versa du café dans une tasse délicate. « Il aimerait vous parler avant votre départ, si vous êtes d'accord. » Sans aucune obligation. Après le départ de Marie, Elena se tenait au centre de la pièce luxueuse, tentant de comprendre. Vincenzo avait tout orchestré, les vêtements, le petit déjeuner, la récupération de ses affaires pendant qu'elle dormait. C'était attentionné, mais aussi d'une nature contrôlante qui lui nouait l'estomac d'une anxiété familière. Mais ce n'est pas la même chose, se dit-elle. Le contrôle de Marcus découlait de la possession, de la propriété. Celui-ci semble différent. Protecteur, peut-être, ou stratégique. Elle ne savait pas quelle possibilité l'inquiétait le plus. La robe ajustée à merveille, un simple bleu marine, professionnel, mais élégant. Elena tressa ses cheveux humides, tentant de dissimuler les traces d'une nuit passée à fuir son ex-petite amie. 30 minutes plus tard, elle sortit de l'ascenseur et rejoignit le hall. Vincenzo l'attendait près du comptoir de la conciergerie, dégageant une puissance naturelle dans son costume gris anthracite. Lorsqu'il la vit, quelque chose scintilla sur son visage, peut-être de l'appréciation, avant que son expression ne reprenne une politesse accueillante. « Elena, vous semblez reposée. Grâce à vous, » répondit-elle, serrant fermement son sac à main, son sac récupéré, comme une bouée de sauvetage. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout, la chambre, les vêtements, le fait d'avoir récupéré mes affaires. Vous n'avez pas besoin de me remercier, » dit-il, désignant la sortie, où une voiture noire attendait. « Mon chauffeur vous conduira où vous le souhaitez, votre appartement, le travail, chez une amie, à votre convenance. » Elena jeta un œil à la voiture, puis à lui. « Et Marcus ?» Marcus Webb a passé la nuit seul dans son appartement à Tribeca. Mes équipes l'ont surveillé. Le ton de Vincenzo était décontracté, mais Elena ne manqua pas l'implication. Il avait fait surveiller Marcus toute la nuit. Il a passé plusieurs appels à William Carrington vers 2 heures du matin. Je suppose qu'il n'est pas ravi de l'humiliation d'hier soir. Carrington. Elena se rappela ce nom de la nuit dernière. Son patron, Marcus l'idolâtre. Oui, eh bien, le sourire de Vincenzo était mince. William Carrington et moi avons des affaires en suspens, mais ce n'est pas votre préoccupation. Il sortit une carte, la même qu'il lui avait donnée la veille, et la pressa dans sa main. Gardez ceci. Si Marcus vous contacte, s'il apparaît près de vous, appelez-moi immédiatement. Je ne peux pas continuer à compter sur vous pour... Elena, prononça-t-il son nom doucement.
mais avec une autorité qui la fit s'arrêter en plein milieu de sa phrase. Les hommes comme Marcus Webb n'abandonnent pas facilement. Surtout quand ils ont été humiliés, il essaiera de vous contacter par des fleurs, des excuses, des menaces, peut-être les trois. Quand cela arrivera, vous m'appellerez. Compris? Elle avait envie de protester, d'insister qu'elle pouvait gérer cela seule. Mais la vérité était qu'elle essayait de le gérer seule depuis des mois, sans succès. D'accord, bien. Vincenzo fit un signe de tête à quelqu'un derrière elle. Carlo, l'homme marqué de la nuit passée. Carlo vous conduira. Il a l'air intimidant, mais il est en fait très agréable, n'est-ce pas, Carlo? D'un charme certain, patron, grommela Carlo. Malgré tout, Elena esquissa presque un sourire. Elle fit un pas vers la porte, puis se retourna. Pourquoi vous m'aidez, vraiment? Vincenzo fut silencieux un instant, l'étudiant de ses yeux sombres et calculateurs. Disons simplement que je n'aime pas les hommes qui utilisent leur pouvoir pour nuire à des personnes plus faibles qu'eux. Marcus Webb est un lâche, se cachant derrière l'argent et l'influence de William Carrington. Quelqu'un doit lui rappeler qu'il n'est pas aussi protégé qu'il le pense. Il y avait quelque chose de sous-entendu dans ses paroles, quelque chose de personnel et de dangereux. Elena se demanda quelle histoire se cachait derrière cette expression soigneusement contrôlée. « Merci », dit-elle de nouveau, cette fois sincèrement. « Ne me remerciez pas encore. » Le sourire de Vincenzo n'atteignait pas ses yeux. Nous ne faisons que commencer. Carlo lui ouvrit la portière de la voiture, et Elena se glissa dans l'intérieur en cuir. Alors qu'ils s'éloignèrent de l'hôtel, elle aperçut Vincenzo, déjà plongé dans une conversation téléphonique. À l'intérieur du hall, Dominique apparut à l'épaule de Vincenzo. « Tu fais vraiment ça? Mets des équipes sur Webb, surveillance 24 heures sur 24. Où il va, qui il rencontre, ce qu'il dit. Et infiltre quelqu'un dans les propriétés de Carrington. Je veux connaître chaque conversation entre Webb et Carrington à propos d'hier soir. » Et la jeune femme? Vincenzo regarda la voiture disparaître dans la circulation. Détail de protection, mais discret. Elle n'a pas besoin de savoir qu'ils sont là. Si Webb fait le moindre mouvement vers elle, je veux le savoir avant qu'il ne s'approche à moins de 15 mètres. Dominique prit des notes sur son téléphone. Tu sais que Carrington finira par découvrir ton implication. Tant mieux qu'il suive l'enquête. L'expression de Vincenzo se durcit. 8 millions de dollars, Dominique. 6 mois de retard. Carrington pense que j'attendrai éternellement parce que je suis patient. Il est temps qu'il apprenne la différence entre la patience et la stratégie. Et Elena Santos est ta stratégie? Elena Santos est une femme qui mérite d'être libérée d'un homme qui la terrorise depuis 2 ans. Si cette liberté rend William Carrington très nerveux à propos de son Golden Boy, le sourire de Vincenzo était glacial. Ce n'est qu'un coup de chance. Dominique savait qu'il était inutile de discuter quand son patron employait ce ton. Je passerai les appels. Alors que Vincenzo retournait vers les ascenseurs, son téléphone vibra, un message de son équipe de surveillance. Webb vient de quitter son appartement, se dirigeant vers le bureau de Carrington. Il a l'air furieux. Vincenzo sourit. Le jeu commence. Elena réussit à faire semblant que tout était normal pendant la majeure partie de la journée. Elle se rendit au travail, sourit à ses collègues, assista à une réunion de marketing sur une campagne sans importance. Personne ne posa de questions sur la robe d'hôtel qu'elle portait, ni sur son air fatigué. Le premier SMS de Marcus arriva à 14 heures. « Il faut qu'on parle. Je suis désolé pour hier soir. J'étais contrarié. » Elle le supprima sans répondre. Le second arriva 10 minutes plus tard. « Elena, s'il te plaît, je t'aime, je veux juste m'expliquer. » Supprimé. À 15 heures, son téléphone vibrait constamment. SMS, puis appels, puis messages vocaux qui commençaient par des excuses et se terminaient par une rage à peine contenue. « Tu m'as humilié. Tu m'as fait passer pour un idiot devant la sécurité de l'hôtel. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? Monsieur Carrington pose des questions. Elena. Des questions sur ma vie personnelle à cause de toi. » Les mains d'Elena tremblaient alors qu'elle mettait son téléphone sur silencieux. Autour d'elle, le bureau bourdonnait d'activités normales. Clic-clic des claviers, sonnerie de téléphone, quelqu'un qui riait à la machine à café. Elle avait l'impression de regarder tout cela derrière une vitre. À 16 heures, une livraison arriva. 2 douzaines de roses rouges avec une carte. « Pardonne-moi, je ne peux pas te perdre, monsieur. » Sa superviseure, Jennifer, haussa un sourcil. « Quelqu'un est dans la panade. » Elena les jeta à la poubelle dès que Jennifer tourna le dos. À 17h30, elle quitta le travail par l'entrée de service, celle qui donnait sur l'allée latérale. Elle ne prenait aucun risque, mais alors qu'elle marchait vers le métro, son téléphone vibra avec un numéro inconnu. Contre son meilleur jugement, elle répondit. «
Bonjour, mademoiselle Santos. Je suis James de Premium Auto Services. Votre véhicule a été remorqué du parking de la 47e rue et Madison ce matin. Vous pouvez le récupérer à notre dépôt dans le Queens, mais il y a des frais de $450 plus les frais de stockage. L'estomac d'Elena se tordit. Remorqué? Mais pourquoi? J'ai payé pour cette place. Je lis juste ce qui est dans le système, madame. Il est indiqué qu'il a été signalé comme abandonné. Vous devrez contacter la direction du garage pour contester cela. Elle raccrocha. La fureur remplaça la peur. C'était Marcus. C'était sûrement lui. Il savait exactement à quel point cette voiture comptait pour elle. C'était celle de sa mère, l'une des rares choses qui lui restaient. Elena sortit la carte de Vincenzo, fixant le numéro. Elle savait que Marcus se vengerait, mais une partie d'elle avait espéré qu'il la laisserait partir, que la nuit dernière l'effrayerait assez pour qu'il recule. Elle aurait dû se douter de quelque chose. Avant qu'elle ne puisse décider d'appeler, son téléphone vibra à nouveau. Alerte de fraude de sa banque. Activité inhabituelle détectée. Votre compte courant a été temporairement gelé en raison de tentatives de connexion suspectes. Veuillez appeler immédiatement. Non, murmura Elena. Non, non, non. Elle appela le numéro d'urgence de la banque, passa 22 minutes en attente, puis 15 autres à être transférés entre les services. Finalement, un représentant à la voix fatiguée expliqua que quelqu'un avait tenté d'accéder à son compte depuis 3 appareils différents au cours de la dernière heure. Pour sa protection, ils avaient tout gelé jusqu'à ce qu'elle puisse vérifier son identité en personne. Cela prendra 3 à 5 jours ouvrables pour être résolu, dit le représentant en s'excusant. Elena raccrocha et s'adossa à un immeuble, essayant de ne pas pleurer. Pas de voiture, pas d'accès à son argent, et 37 appels manqués de Marcus. Elle était à moitié en train de composer le numéro de Vincenzo, lorsqu'une élégante berline noire s'arrêta à côté d'elle. La vitre s'abaissa, révélant le visage cicatrisé de Carlo. « Mademoiselle Santos, entrez. Comment avez-vous… » « Le patron a dit que vous pourriez avoir besoin d'un transport. » L'expression de Carlo était indéchiffrable. Il a également dit de vous informer que votre situation automobile était en cours de résolution. Elena se glissa sur la banquette arrière, trop épuisée pour discuter. Marcus a fait remorquer ma voiture et a gelé mon compte bancaire. Je ne sais même pas comment il a… Lui, il n'a pas, dit simplement Carlo en s'engageant dans la circulation. Quoi? La Mercedes de Marcus Webb a été remorquée de son immeuble à 15h45 cet après-midi. Confusion administrative, apparemment. C'est très regrettable. Le ton de Carlo était parfaitement neutre. Et ses comptes personnels, chèques, épargne, cartes de crédit, ont tous été signalés pour activité suspecte vers 16h. Hasard, non? Elena le regarda fixement. C'est Vincenzo qui a fait ça. Le patron ne fait rien. Les choses se passent juste autour de lui, parfois. Carlo lui jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Votre voiture sera de retour au garage demain matin. Frais de remorquage annulés. Stationnement gratuit pour 6 mois. Votre compte bancaire sera dégelé dans l'heure. Erreur technique, ils diront, très embarrassés. Je ne comprends pas. Comment peut-il simplement… Monsieur Moretti a des amis dans de nombreux endroits, dit Carlo. Et il n'aime pas du tout qu'on s'en prenne aux personnes qu'il protège. Le terme « protection » flottait dans l'air. Elena aurait dû ressentir un soulagement, mais une émotion plus complexe l'envahissait. Une étrange alchimie de gratitude et de malaise. Vincenzo avait résolu ses tracas d'un simple appel téléphonique, des problèmes qui lui auraient coûté des jours, voire des semaines à régler seul. Mais cette forme de pouvoir n'était-elle pas une emprise sournoise? Où allons-nous? demanda-t-elle. Le patron veut vous voir, s'assurer que vous allez bien, répondit Carlo, en tournant dans une rue inconnue d'Elena. Vous avez le droit de refuser, il l'a bien précisé. Mais entre nous, Madame Santos, les choses vont se corser avec votre ex. Mieux vaut apprendre la nouvelle de la source plutôt que d'en subir les conséquences. 20 minutes plus tard, Elena se retrouvait dans le penthouse du Belmont Grand, observant Vincenzo, verser du vin avec une décontraction déconcertante. On aurait dit de vieux amis se retrouvant pour dîner, et non un chef de la mafia face à la femme dont il avait méthodiquement infiltré la vie en moins de 24 heures. Marcus est passé à l'action, déclara Vincenzo sans préambule. Il a cherché à vous compliquer l'existence. Je lui ai rendu la sienne plus ardue. C'est ainsi que les choses se déroulent désormais. Vous ne pouvez pas faire ça, je peux, et je le ferai, la coupa-t-il, lui tendant un verre. Car voici ce que vous devez comprendre, Elena. Marcus Webb n'agit plus seul. Il a appelé William Carrington quatre fois aujourd'hui, et Carrington l'a rappelé deux fois. Ils élaborent des stratégies vous concernant. Le sang d'Elena se glaça. Pourquoi un milliardaire s'intéresserait-il à moi?
Parce que vous êtes désormais la faiblesse de Marcus, et Marcus est la faiblesse de Carrington. Les yeux de Vincenzo brillèrent d'un éclat dangereux. Ce qui vous rend très intéressante à mes yeux. Helena reposa le verre, les mains tremblantes. Je ne suis pas une arme. Je ne suis pas un pion dans le jeu que vous jouez avec ces gens. Non, acquiesça Vincenzo d'une voix douce. Vous êtes une femme qui mérite de vivre sans peur. Mais Helena, ces hommes vous utilisent déjà comme un pion. Je veille juste à ce que vous ne soyez pas sacrifiée dans le processus. Au-delà des fenêtres, la ville scintille de 1000 feux dans la soirée. Quelque part là-bas, Marcus tentait sans doute toujours d'accéder à ses comptes gelés, essayant de la joindre, refusant obstinément de lâcher prise. Et Vincenzo Moretti observait tout cela, déplaçant ses pièces sur l'échiquier. Helena ne faisait que commencer à comprendre. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle. Le sourire de Vincenzo fut aussi tranchant que du verre brisé. « Maintenant, nous allons les rendre nerveux. » Helena ne regagna pas son appartement cette nuit-là. Vincenzo avait réservé une autre chambre d'hôtel, non pas au Belmont cette fois, mais dans une charmante boutique hôtel du West Village. Plus sûre, avait expliqué Carlo, moins prévisible. Elle avait passé la troisième journée dans une sorte de limbes étrange. Sa voiture fut restituée comme promis, et son compte bancaire débloqué mystérieusement, accompagné d'un email d'excuses du directeur de la banque. Marcus était resté silencieux après le gel de ses comptes, un mutisme d'autant plus inquiétant que ses appels incessants. Dans l'après-midi, Helena ne supportait plus l'incertitude. Elle avait besoin de réponses. Elle devait comprendre ce que Vincenzo Moretti faisait, et pourquoi. Elle retourna au Belmont Grand juste après 15 heures, le cœur battant à tout rompre en traversant le hall. La concierge la reconnut aussitôt. « Mademoiselle Santos, Monsieur Moretti vous attend. »« Ah bon ?» La concierge sourit d'un air entendu. L'ascenseur du penthouse, au sommet. Alors que l'ascenseur s'élevait, Helena se demanda comment il avait su qu'elle arriverait. Quelqu'un avait-il appelé à l'avance? Y avait-il des caméras? Ou Vincenzo Moretti possédait-il simplement ce talent troublant d'anticiper les mouvements des gens? La porte du penthouse était déjà ouverte. Carlo se tenait dans le couloir, mais cette fois, il la salua avec une chaleur inattendue. « Mademoiselle Santos, entrez, il est sur la terrasse. » La suite était inondée par la lumière du soleil de l'après-midi. Helena traversa le salon vers les portes-fenêtres ouvertes de la terrasse, où elle trouva Vincenzo, adossé à la balustrade, le téléphone à l'oreille. Peu importe ce que disent les avocats de Carrington, la date limite était hier. S'il veut une prolongation, il peut la demander lui-même. Une pause. Non, plus d'intermédiaire. Si William Carrington veut négocier, il m'appelle directement. Il raccrocha et se retourna, peu surpris de trouver Helena là. « Vous êtes venu ? Comment saviez-vous que je le ferais ? Parce que vous n'êtes pas du genre à laisser les questions sans réponse. » Il désigna une petite table garnie de café et de pâtisserie. « Asseyez-vous. Vous n'avez pas l'air d'avoir mangé. »« Je n'ai pas faim. Je suis confuse. » Helena resta debout, les bras croisés. « Ma voiture revient mystérieusement. Mon compte en banque est débloqué. Marcus devient complètement silencieux. Et apparemment, tout le monde dans cet hôtel sait que je viens avant même que je le sache. Que se passe-t-il » Vincenzo versa deux tasses de café, lui en tendit une malgré ses protestations. « Vous êtes sous protection. C'est le cas depuis votre départ hier matin. »« Protection ? Vous voulez dire surveillance ? » ?»« Je veux dire protection, » rectifia-t-il calmement. « Marcus Webb est en chute libre. Mes équipes l'ont tenu à l'écart de vous. C'est tout. »« C'est tout ?» La voix d'Helena monta. « Vous avez pris le contrôle de ma vie en trois jours. Vous décidez où je loge, ce qui arrive à ma voiture, probablement même ce que je mange au petit déjeuner. Vous avez mangé des flocons d'avoine ce matin au café de l'hôtel, dit Vincenzo d'un ton modéré, avec des myrtilles. Helena le fixa, la fureur et une autre émotion qu'elle refusait de nommer, se disputant dans sa poitrine. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas tout orchestrer autour de moi comme si j'étais un projet. Vous avez raison. L'accord la surprit. Vincenzo posa son café et s'approcha, mais sans menace. Vous avez parfaitement raison. Je contrôle la situation, parce que c'est ce que je fais. C'est ainsi que j'ai survécu dans mon monde. Il fit une pause. Mais vous n'êtes pas dans mon monde. Vous n'avez pas demandé tout ça. Et si vous voulez que je me retire, je le ferai. Vous le ferez ? Helena ne le croyait pas. Je rappellerai mes équipes, annulerai l'hôtel, vous rendrez votre vie exactement telle qu'elle était il y a trois jours. Ses yeux sombres retinrent les siens. Mais Marcus ne s'arrêtera pas. Et Carrington est désormais personnellement investi dans le fait de maintenir Marcus heureux et fonctionnel. Sans protection, vous serez seul face à eux deux. Helena voulut argumenter, mais elle savait qu'il avait raison. Les fleurs, la voiture remorquée, les comptes gelés,
Ce n'était que le début. Marcus ne reculait jamais, il intensifiait. « Je ne veux pas être votre projet, » dit-elle doucement. « Je ne veux pas vous devoir quoi que ce soit. Tu ne me dois rien. » La voix de Vincenzo s'adoucit d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Elena, je ne fais pas ça parce que j'attends quelque chose de toi. Je le fais parce que je peux et parce que c'est la bonne chose à faire. Les gens comme vous ne font pas les choses simplement parce qu'elles sont justes. » Un éclair, peut-être de douleur ou d'une vieille colère, traversa son visage. « Les gens comme moi, vous voulez dire des criminels, des hommes dangereux. Je parle d'hommes de pouvoir qui l'utilisent pour contrôler des situations, des personnes. » Elena soutint son regard directement, refusant de céder. « Vous n'êtes pas Marcus, je le sais, mais vous prenez quand même des décisions pour moi sans me demander mon avis. » Le silence s'étira entre eux, puis, de manière inattendue, Vincenzo éclata de rire. Un vrai rire, pas le sourire froid qu'elle avait vu auparavant. « Vous avez raison, encore une fois, » il secoua la tête. « La plupart des gens ne me parlent pas comme ça, la plupart des gens sont trop effrayés ou trop intelligents. » « Peut-être que je ne suis ni effrayée ni intelligente, » dit Elena, mais elle souriait presque maintenant, elle aussi. « Non, vous êtes les deux, c'est ce qui vous rend intéressante. » Vincenzo s'appuya contre la balustrade, l'étudiant. « Ok, nouvel arrangement, je vous dirai tout ce que je fais, vous aurez une transparence totale, et si vous voulez que j'arrête, j'arrêterai. Accordé, juste comme ça. » Juste comme ça, quelque chose dans son expression changea, devint plus authentique, moins gardé. « Mais je vais vous demander de me faire confiance encore quelques jours. Non pas parce que je vous contrôle, mais parce que je suis très près de rendre la vie de Marcus Webb extrêmement compliquée, et par extension, celle de William Carrington encore pire. » Elena sirota le café qu'il lui avait donné, pensant. Les 8 millions de dollars. C'est ça, le vrai enjeu, n'est-ce pas? Vincenzo haussa un sourcil. Vous avez été attentive. Je ne suis pas stupide. Vous avez dit que Carrington et vous avez des affaires inachevées. Et j'en ai assez entendu cette première nuit. Elle posa la tasse. Vous utilisez ma situation avec Marcus pour faire pression sur Carrington. En partie, admit-il. Mais, Elena, je vous aurais aidé quoi qu'il arrive. L'angle Carrington a juste rendu cela stratégiquement bénéfique pour tout le monde, sauf Marcus. Sauf Marcus, concéda Vincenzo. Et il mérite tout ce qui lui arrive. Il y avait quelque chose dans sa voix, une conviction qui allait au-delà des affaires. Elena repensa à ce que Carlo avait dit. Le patron n'apprécie vraiment pas qu'on s'en prenne aux personnes qu'il protège. Pourquoi vous souciez-vous tant de moi en particulier? Demanda-t-elle. Vincenzo resta silencieux un long moment, regardant la ville. Parce que je sais ce que c'est de se sentir piégé par quelqu'un de plus puissant que soi, et je sais ce que coûte la liberté. Il la regarda de nouveau. Vous êtes entrée par hasard dans ma chambre, Elena, mais peut-être que ce n'était pas un hasard. Peut-être que vous avez atterri exactement là où vous deviez être. Dans l'embrasure de la porte, Dominique observa son patron éclater de rire à un propos d'Elena. Un vrai rire, la tête penchée en arrière, la garde complètement baissée. Il croisa le regard de Carlo. « C'est la dernière fois que tu l'as vu comme ça ?» marmonna Dominique. Carlo y réfléchit. « Jamais. »« Oui, » dit Dominique doucement, « c'est ce que je pensais aussi. » Sur la terrasse, Elena argumentait avec Vincenzo pour savoir si elle devait retourner travailler le lendemain, elle défendant la normalité, lui suggérant de prendre quelques jours de congé. Aucun des deux ne remarqua qu'il se tenait plus près maintenant, ou que son masque froid avait complètement disparu. Mais tous les autres dans le penthouse le remarquèrent, et ils savaient tout ce que cela signifiait. Le bureau d'angle de William Carrington donnait sur Central Park, 40 étages plus bas. Il se tenait à la fenêtre, la mâchoire serrée, écoutant son chef de la sécurité expliquer comment la vie de Marcus Webb était devenue un désastre soigneusement orchestré au cours des trois derniers jours. La voiture remorquée, les comptes gelés, l'incident de l'hôtel. Tout est lié, monsieur. Quelqu'un avec de sérieuses ressources cible Webb spécifiquement. Pas quelqu'un, dit Carrington froidement. Vincenzo Moretti. Son avocate, Patricia Shun, leva brusquement les yeux de sa tablette. Vous en êtes certain, le Belmont-Grand est l'une de ses propriétés. Mes collaborateurs ont diligenté une enquête. Webb a tenté d'accéder à l'étage du penthouse cette nuit-là et a été conduit manu militari par l'équipe de sécurité personnelle de Moretti. Carrington s'est détourné de la fenêtre. Et le timing est trop commode. Moretti me talonne depuis des mois à propos du paiement de Brooklyn. Soudain, mon associé le plus précieux est systématiquement démantelé. « Qu'est-ce que Webb a à voir avec votre dette envers Moretti ?» demanda Patricia. L'expression de Carrington s'assombrit. Webb détient l'autorité de signature sur les comptes d'où cet argent devrait provenir.
Si Webb devient instable, ses transferts se compliquent. Moretti le sait. Donc, c'est un levier, dit Patricia lentement. Il fait pression sur Webb pour qu'il vous fasse pression. Pire, il fait passer Webb pour une personne peu fiable. Si je perds confiance en Webb, je perds l'accès à la moitié de mes sociétés écrans. Le téléphone de Carrington vibra. Un autre appel de Marcus, le 7e aujourd'hui. Il l'ignora. Rassemblez-moi tout sur cette fille. Elena Santos. C'est là que tout a commencé. Deux heures plus tard, Patricia revint avec le dossier. Elle n'est personne. Simple coordinatrice marketing de niveau intermédiaire. Pas de famille, pas de connexion. Elle essaie de quitter Webb depuis des mois. Il n'y a rien ici qui puisse vous menacer. Alors pourquoi Moretti s'intéresse-t-il à elle? Peut-être pas. Peut-être qu'elle s'est juste retrouvée au milieu. Patricia hésita. Ou peut-être que Moretti voit quelque chose que nous ne voyons pas. Il la protège. Nous avons la confirmation que trois de ces hommes, au moins, effectuaient une surveillance rotative de son appartement et de son lieu de travail. Les yeux de Carrington se rétrécirent. Trois hommes pour une inconnue. Il prit une décision. Je veux qu'une équipe lui soit dédiée pour une surveillance 24 heures sur 24. Je veux savoir pourquoi Moretti s'intéresse à cette fille et maîtriser Webb. Envoyez-le à la propriété du Connecticut pour quelques jours. Dites-lui que c'est pour sa propre protection. Il n'ira pas de bonne grâce. Il est obsédé par l'idée de récupérer Elena. Je me fiche de ce qu'il veut. Marcus travaille pour moi et pour l'instant, c'est un boulet. La voix de Carrington devint glaciale. Faites-le sortir de la ville et déployez notre équipe de relations publiques. Si Moretti tente de divulguer quoi que ce soit sur Webb ou nos affaires, je veux que ce soit enterré avant que ça n'atteigne Internet. Patricia prit des notes. Et les 8 millions? Qu'en est-il, Patricia? Peut-être qu'il est temps de le payer. Mettre fin à ça avant que ça ne s'aggrave davantage. Le rire de Carrington était amer. On ne paie pas des hommes comme Vincenzo Moretti en s'attendant à ce qu'ils disparaissent. On les paie et ils savent que vous êtes faible. Ils poussent plus fort. Il ajusta sa cravate. Non, nous protégeons Webb. Nous protégeons nos intérêts. Et nous attendons que Moretti en fasse trop. Il le fera. Les hommes comme lui le font toujours. Au Belmont-Grand, dans le poste de commandement de Vincenzo. Le penthouse était tendu d'activité. Dominique se tenait à la tête de la table, présentant les rapports de surveillance à Vincenzo et à son équipe principale. Carrington bouge, dit Dominique. Il a ses propres hommes qui surveillent maintenant Elena. Une équipe de trois hommes en rotation, et Webb est transféré vers l'une des propriétés de Carrington dans le Connecticut. Transférer Webb, Carrington le protège ou l'isole, suggéra Carlos. Le tenir éloigné de la fille, loin des projecteurs pendant qu'ils décident de leur prochaine action. Quoi qu'il en soit, cela confirme ce que nous soupçonnions, poursuivit Dominique. Carrington considère Webb comme essentiel, ce qui signifie que notre pression fonctionne. Il fit une pause. Mais, patron, nous devons parler de la fille. Le silence tomba dans la pièce. L'expression de Vincenzo ne changea pas, mais tout le monde sentit la température baisser. Qu'en est-il d'elle? Dominique choisit ses mots avec soin. Elle devient un point central. Carrington enquête sur elle, la surveille. Notre équipe de protection a signalé deux incidents aujourd'hui où les hommes de Carrington se sont trop approchés. Nous avons dû intervenir. C'est en train de s'intensifier. Alors nous intensifions sa protection. Patron, cette fois, c'était Marco, un des principaux exécuteurs. Il marqua une pause avant de continuer. Avec tout le respect que je vous dois, la fille est une civile. Elle n'a pas demandé cette guerre. Chaque jour qu'elle reste au milieu de ça, elle est en plus grand danger. De la part de Carrington, de Webb s'il s'échappe du Connecticut et d'une exposition à nos opérations. Que suggérez-vous? La voix de Vincenzo était dangereusement calme. Je suggère qu'elle devienne un fardeau, dit Marco sans embâge. Non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais parce que Carrington vous voit maintenant comme son point faible. Il va l'utiliser. Vincenzo se leva lentement. Elena Santos est sous ma protection. Cela ne change pas parce que William Carrington est nerveux. Personne ne dit de l'abandonner, intervint Dominique en douceur. Mais il est peut-être temps de l'extraire complètement. Nouvelle identité, nouvelle ville, relocalisation totale. L'emmener quelque part où Carrington et Webb ne pourront pas la trouver. Une rupture nette. Elle a une vie ici, un travail, des amis. Une vie où elle est surveillée par deux organisations différentes et où son ex-petit ami est conseillé par un milliardaire sur la façon de la récupérer, rétorqua Dominique. Patron, vous vous impliquez personnellement. Nous le voyons tous et c'est bien. C'est votre décision. Mais l'implication personnelle rend les gens imprudents.
Elle les rend vulnérables. La mâchoire de Vincenzo se contracta. Vous remettez en question mon jugement? J'essaie de vous protéger, et elle. La voix de Dominique s'adoucit. Vous tenez à cette femme, c'est évident, mais prendre soin d'elle signifie la garder en vie, même si cela implique de la laisser partir. Le silence était suffocant. Finalement, Vincenzo parla. Doublez l'équipe de protection. Je veux six hommes sur elle en permanence. Les nôtres, pas ceux de Carrington. Si ces hommes s'approchent à moins de 15 mètres, je veux le savoir immédiatement. Il regarda autour de la table. Elena Santos, elle fait ses propres choix, et quiconque a un problème avec cela peut partir tout de suite. Personne ne bougea. Bien, vous êtes libre. Alors que la pièce se vidait, seul Dominique restait. Vous savez que j'ai raison. Tu as raison qu'elle est en danger, admit Vincenzo. Mais je n'ai pas tort qu'elle mérite un choix. Tout le monde dans sa vie a pris des décisions pour elle. Marcus, Carrington, même nous dans une certaine mesure. Je ne lui enlèverai pas la seule chose qui lui reste, son autonomie. Même si ce choix la tue, Vincenzo se tourna pour faire face à son plus vieil ami. Alors, je ferai en sorte que cela n'arrive pas. Après le départ de Dominique, Vincenzo resta à la fenêtre, observant les lumières de la ville. Son téléphone affichait trois messages d'Elena, de simples mises à jour sur sa journée, de petits moments de normalité dans le chaos. Elle commençait à lui faire confiance. Ce qui signifiait que Dominique avait raison sur une chose. Il s'impliquait personnellement, et dans son monde, l'implication personnelle était le passif le plus dangereux de tous. Son téléphone vibra avec une alerte de l'équipe de protection. L'équipe de Carrington tente d'approcher, sujet actuellement au travail. Conseil. Vincenzo répondit. Intercept. Dites-leur clairement qu'elle est intouchable. 3 minutes plus tard, un autre message. Message délivré, il recule. Vincenzo s'autorisa un léger sourire. Que Carrington envoie ses avocats et ses équipes de relations publiques. Qu'il protège Marcus Webb dans le Connecticut. La guerre ne faisait que commencer. Et William Carrington n'avait aucune idée à quel point il avait déjà perdu. Elena resta tard au travail, le 5e, 5 jours, tentant de rattraper des projets qu'elle avait négligés pendant le chaos de la semaine passée. Quand elle quitta le bâtiment, il était plus de 20 heures. Les rues étaient l'un des plus sombres que d'habitude. Une ampoule avait grillé dans le parking derrière son bureau. Elle aurait dû savoir qu'il ne fallait pas utiliser la sortie de derrière. Marcus sortit de derrière un camion de livraison, bloquant son chemin vers sa voiture. Le cœur d'Elena bondit dans sa gorge. Il avait l'air terrible, non rasé, son costume coûteux froissé, les yeux fous d'un mélange de désespoir et de rage. Ce n'était pas l'homme composé qu'il avait autrefois charmé. C'était quelqu'un en train de s'effondrer. « Nous devons parler, » dit Marcus, la voix tremblante. Elena recula d'un pas, sa main plongeant dans son sac pour son téléphone. « Restez loin de moi, j'appelle la police. »« La police ?» Marcus rit, un son cassant. « Vous croyez que la police va vous aider? Avez-vous une idée de ce que vous m'avez fait? Monsieur Carrington m'a envoyé loin. Loin? Comme si j'étais une sorte de fardeau à cause de vous. Je ne vous ai rien fait. Vous m'avez humilié. » Il s'approcha et Elena vit ses mains serrées en poing. « Vous avez couru à cet hôtel, vous avez fait une scène, et maintenant, tout le monde me prend pour une blague instable. Les avocats de Carrington posent des questions, mes comptes ont été gelés, ma voiture a été saisie, et vous savez quelle est la pire partie? » Le dos d'Elena heurta sa voiture. Pas de retraite possible. « La pire partie, » continua Marcus, sa voix tombant à quelque chose de plus dangereux, « c'est que je sais que quelqu'un vous a aidé, quelqu'un avec assez de pouvoir pour gâcher ma vie, et je pense que vous savez exactement qui c'est. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne me mentez pas. » Marcus frappa sa main contre la vitre de sa voiture, la faisant tressaillir. « Vous croyez être si intelligente à courir vous réfugier chez un gangster pour vous protéger? Vous pensez qu'il se soucie de vous? Vous n'êtes qu'un outil pour lui, Elena. Un moyen d'atteindre Carrington. Et quand il en aura fini avec vous, il ne termina pas la phrase. 3 hommes apparurent des ombres si rapidement et silencieusement que Marcus ne les vit pas avant qu'il ne soit juste là. L'énorme main de Carlos se referma sur l'épaule de Marcus, le tirant en arrière d'Elena avec une force sans effort. « Éloignez-vous de la dame, » dit Carlos calmement. Marcus tenta de se libérer, mais un autre homme, plus jeune, aux yeux froids, lui bloqua le chemin. « Vous devez partir maintenant. Qui diable êtes-vous? Vous ne pouvez pas juste... » La bravade de Marcus s'effondra quand il vit le 3e, 3 hommes, qui s'était positionné entre Marcus et Elena, la main posée négligemment sur quelque chose sous sa veste. « Nous sommes les personnes qui vous ont vu prendre de mauvaises décisions toute la semaine, » dit Carlo.
Et c'est votre dernier avertissement. Éloignez-vous, montez dans votre voiture, retournez dans le Connecticut où vous êtes censé être, où cette conversation sera beaucoup moins amicale. » Marcus regarda Helena et elle vit quelque chose clignoter dans ses yeux, de la haine mêlée de fierté blessée. Ce n'est pas terminé. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière lui éternellement. En fait, si, dit Carlos agréablement. Bougez, Webb. Ils ne le touchèrent plus, mais la menace implicite était claire. Marcus recula précipitamment vers une voiture de location garée à proximité, jetant un dernier regard empoisonné à Helena avant de s'y engouffrer et de démarrer à toute vitesse. Helena sentit ses jambes flageoler. Carlo la retint doucement par le coude. « Ça va aller, mademoiselle Santos. Nous sommes là pour vous. Comment? Vous surveillez? Ordre du patron. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous le croyez. » Carlo la guida vers un SUV noir. « Allons vous mettre en sécurité. » 20 minutes plus tard, Helena fit irruption dans le penthouse de Vincenzo, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle était furieuse plutôt qu'effrayée. « Cela doit cesser. » Elle jeta son sac à main sur le canapé en cuir. Vincenzo se leva de son bureau, un éclair d'inquiétude traversant son visage, mais elle le coupa net. « J'apprécie votre aide, vraiment. Mais je ne ferai plus ça. »« Helena, que s'est-il passé? Marcus m'a accosté. Vos hommes l'ont encore arrêté. »« Et il a raison sur un point. Je ne suis qu'un pion dans votre jeu avec Carrington. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne veux pas être un pion, ni celui de Marcus, ni le vôtre, ni celui de personne. » Vincenzo traversa lentement la pièce, main visible, non menaçante. « Vous n'êtes pas un pion. Alors qu'est-ce que je suis? Un levier stratégique, un avantage, un moyen commode de rendre William Carrington nerveux? Vous êtes une femme qui mérite d'être en sécurité, » dit Vincenzo doucement. « C'est tout ce que vous avez toujours été pour moi. » Je ne vous crois pas, mais même en le disant, Helena n'était pas sûre que ce soit vrai. Elle avait vu comment Vincenzo la regardait au cours de leur conversation, la façon dont son masque soigneusement contrôlé s'effritait quand elle le défiait. « Les hommes comme vous ne font rien sans raison. Vous avez raison, je ne le fais pas. » Vincenzo s'arrêta à quelques mètres, lui donnant de l'espace. « Mais ma raison n'est pas celle que vous imaginez. Alors, dites-moi la vérité, toute la vérité. » Il resta silencieux un long moment, une bataille interne se jouant derrière ses yeux sombres. Finalement, il parla. « Quand j'avais 16 ans, j'ai vu ma mère essayer de quitter mon père pendant 3 ans. C'était, et c'est, un homme puissant dans notre monde. Chaque fois qu'elle essayait, il la retrouvait, la ramenait, usait d'argent, de relations, de violence, de tout ce qu'il fallait pour maintenir le contrôle. » La voix de Vincenzo était ferme, mais Helena entendit la vieille douleur en dessous. Elle a finalement réussi à se libérer de lui quand il était mort, mais elle n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Il avait brisé quelque chose en elle qui ne s'est jamais réparé. La colère d'Helena fléchit. « Alors, quand vous avez pénétré dans ma chambre, fuyant un homme qui faisait la même chose. » Vincenzo la regarda droit dans les yeux. « J'ai vu ma mère. Et j'ai décidé que si j'avais le pouvoir de vous aider, de vraiment vous aider, pas seulement de faire disparaître temporairement le problème, alors j'allais l'utiliser. Même si cela vous avantage stratégiquement, oui, même dans ce cas. » Il fit un pas de plus. « Helena, je ne suis pas un homme bon, j'ai fait des choses qui vous horrifieraient, mais je pensais ce que j'ai dit plus tôt. Vous n'êtes pas un pion, vous n'êtes pas un levier. Vous êtes quelqu'un que j'ai choisi de protéger, parce que c'était la bonne chose à faire. » Le silence s'étira entre eux. Helena voulait rester en colère, maintenir la distance qui la protégeait, mais elle voyait la vérité sur son visage. « Promettez-moi quelque chose, » dit-elle finalement. « Tout ce que vous voudrez. Promettez-moi que c'est votre parole. Pas une transaction, pas une stratégie. Votre parole que vous me garderez en sécurité jusqu'à ce que tout cela soit vraiment terminé. » Vincenzo n'hésita pas. « Vous avez ma parole. Pas en tant qu'homme d'affaires, pas en tant que... » Il marqua une pause. « Ce que je suis, mais en tant que Vincenzo Moretti, l'homme qui se tient devant vous. Je vous garderai en sécurité quoi qu'il en coûte. » Helena hocha lentement la tête, une partie de la tension quittant ses épaules. « D'accord, d'accord, je vous fais confiance. » Elle fut surprise de constater qu'elle le pensait. « Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. » Quelque chose changea dans l'expression de Vincenzo, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Merci. » Aucun des deux ne bougea pendant un instant. L'espace entre eux était chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. Dehors, l'équipe de protection rapportait que la voiture de location de Marcus se dirigeait vers le Connecticut, ses feux arrière disparaissant dans la nuit. À l'intérieur, 2 personnes se tenaient dans l'obscurité croissante, liées par la protection et la confiance.
et par le début de quelque chose de bien plus dangereux qu'aucun d'eux ne le réalisait. La 6e journée commença avec Elena, qui se réveillait dans le boutique hôtel, se sentant étrangement calme pour la première fois en 7 jours. La confrontation avec Marcus avait été terrifiante, mais le fait d'avoir enfin exprimé sa colère à Vincenzo et d'avoir entendu sa vérité en retour avait changé les choses. Elle ne fuyait plus, elle choisissait de tenir tête. Son téléphone affichait un message de Vincenzo envoyé à 6 heures du matin. Journée chargée en perspective, restez en sécurité, mes hommes sont avec vous. Elle se demanda ce que signifiait « journée chargée » dans son monde. Dans un immeuble de bureaux anonyme du Lower Manhattan, Vincenzo était assis en face d'un comptable nerveux nommé Richard Chen, qui avait travaillé pour Carrington Properties pendant 8 ans. Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il étalait des documents sur la table. « Ce sont les sociétés écrans », dit Richard doucement. « Hudson River Holdings, Tri-State Development Group, Metropolitan Properties LLC. Toutes techniquement des entités séparées, mais elles appartiennent toutes à Carrington. Ils déplacent de l'argent entre elles pour éviter les impôts et les dettes élevées. » Dominique se pencha en avant, étudiant les papiers. « Et Webb a l'autorité de signature sur toutes ?»« Pas toutes, juste ces 3-là. » Richard désigna des comptes spécifiques. Carrington a ajouté Webb il y a 18 mois. À l'époque, je pensais que c'était parce qu'il lui faisait confiance. Maintenant, je pense que c'est parce que Webb est jetable. Si quelque chose tourne mal, le nom de Webb est surtout, pas celui de Carrington. L'expression de Vincenzo s'assombrit. Donc, si Webb devient une responsabilité légale, Carrington peut prétendre l'ignorance. Dire que Webb a agi sans autorisation. Le jeter au procureur pendant que Carrington reste net. Richard sortit un autre document. Mais voici ce que Carrington ne sait pas. Webb a été négligent. Il a utilisé des cartes de crédit de la société pour des dépenses personnelles, des hôtels, des restaurants, des cadeaux pour Elena Santos, des milliers de dollars facturés au compte de Tri-State Development. « Pouvez-vous le prouver ?» demanda Dominique. Richard fit glisser un dossier sur la table. Reçu, relevé de carte de crédit, autorisation par email, le tout avec la signature de Webb et les fonds de la société de Carrington. Si cela est vérifié, ils sont tous les deux en difficulté, mais surtout Webb. Vincenzo étudia les documents, son esprit explorant les possibilités. « Et vous nous donnez ça pourquoi ? Parce que Carrington est un salaud qui a détruit l'entreprise de construction de mon frère à cause d'un litige contractuel. Mon frère a tout perdu, son entreprise, sa maison, son mariage. » La voix de Richard se durcit. « J'attendais quelqu'un avec suffisamment de pouvoir pour, vraiment, faire du mal à Carrington. Quand vos hommes m'ont contacté, j'ai vu ma chance. Vous pourriez perdre votre emploi, éventuellement faire face à des conséquences légales. J'ai déjà un nouveau travail à Boston. Loin d'ici. » Richard se leva. « Faites-le payer, monsieur Moretti, c'est tout ce que je demande. » Après le départ de Richard, Dominique laissa échapper un léger sifflement. Webb volait Carrington pour son obsession pour Elena. « Mieux que ça, » dit Vincenzo, un sourire froid se dessinant. Webb créait une piste documentaire qui liait directement Carrington à une fraude financière, et Webb est trop arrogant pour s'en rendre compte. À la mi-journée, l'opération de Vincenzo était en pleine effervescence. Son équipe financière traça les achats de Webb, chambre d'hôtel de luxe quand Elena refusait de le voir, bijoux coûteux qu'elle avait rejetés, équipements de surveillance qu'il avait achetés pour suivre ses mouvements, le tout facturé au compte de Carrington Properties, le tout étant une utilisation techniquement illégale de fonds d'entreprise. Mais la vraie cible n'était pas Webb, c'étaient les sociétés écrans elles-mêmes. « Patron, regardez ça. » Marco afficha un écran montrant un réseau de transactions entre Hudson River Holdings et une entreprise de construction dans le New Jersey. 3 millions de dollars ont été déplacés le mois dernier pour couvrir des frais de conseil. Mais la société de conseil n'existe pas. C'est juste une autre coquille vide de Carrington. Blanchiment d'argent, dit Dominique doucement, caché à la vue de tous, et Webb a approuvé le transfert. Vincenzo étudia les documents. Il ne savait probablement même pas ce qu'il autorisait. Il signait juste là où Carrington lui disait de signer. Au cours des heures suivantes, ils montèrent leur dossier, non seulement contre Webb, mais contre tout l'empire financier de Carrington, société écran sans employés, faux contrats de conseil, transactions immobilières, où les propriétés étaient achetées et vendues entre les sociétés de Carrington pour gonfler les valeurs et masquer les pertes, et les signatures de Webb étaient partout. « L'homme est un fou », marmonna Carlo, en examinant un autre document frauduleux.
Il a signé tout ce que Carrington lui mettait sous le nez parce qu'il faisait confiance à son mentor. Vincenzo précisa. Carrington l'a formé, lui a fait se sentir important, lui a donné une autorité qu'il ne comprenait pas. Maintenant, Webbs est la responsabilité que Carrington sacrifiera pour se sauver. Au soir, Vincenzo avait ce dont il avait besoin. Pas seulement des preuves des dépenses non autorisées de Webb pour Elena, c'était l'hameçon. Mais des preuves de la fraude financière systématique de Carrington. C'était le couteau. Il appela Elena depuis la salle de guerre, ressentant soudain le besoin d'entendre sa voix, au milieu des calculs stratégiques. « Hey !» répondit-elle, surprise. « Tout va bien ? Tout va bien. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. C'est vraiment gentil, en fait. » Il entendit son sourire à travers le téléphone. « Je vais bien, je travaille depuis ma chambre d'hôtel aujourd'hui. Vos hommes m'ont livré le déjeuner plus tôt. Carlo a étonnamment bon goût en matière de cuisine thaïlandaise. » Carlo est plein de surprises. Vincenzo sentit la tension se relâcher légèrement. « Elena, demain soir, il y a un événement de charité au Metropolitan Club, un événement mondain, beaucoup de l'élite de New York. Carrington y sera. » « D'accord. » Elle semblait confuse quant à la raison pour laquelle il le lui disait. « Je veux que vous veniez avec moi. » Un silence. « En tant que quoi, exactement ?» demanda Elena prudemment. « En tant que mon invité, en tant que quelqu'un en qui j'ai confiance. » Il marqua une pause. « En tant que quelqu'un avec qui j'aimerais passer la soirée en dehors de tout ce chaos. Vincenzo, si Carrington me voit là-bas, laissez-le vous voir. Laissez-le voir que vous n'avez pas peur, que vous ne vous cachez pas. » Sa voix s'adoucit. « Et laissez Marcus Webb, qui en entendra certainement parler, comprendre que vous êtes passé à autre chose, qu'il n'a plus aucun pouvoir sur vous. Cela fait partie de votre stratégie, n'est-ce pas? » Mais elle ne semblait pas en colère. « Vous préparez quelque chose pour demain soir. »« Oui, » admit-il. « Mais ce n'est pas la raison de mon invitation. Je vous demande de venir parce que je désire votre présence. La stratégie est une autre affaire. » Un nouveau silence. « Alors, que dois-je porter pour un événement mondain au Metropolitan Club? » Vincenzo sourit. « Je m'en charge. Dites simplement oui. » « Et c'est insensé, sans doute une très mauvaise idée, très probablement. »« D'accord, » déclara Elena, et il perçut de nouveau le sourire dans sa voix. « Oui. » Après avoir raccroché, Dominique interpella son patron, les sourcils haussés. « Vous l'emmenez à l'événement où Carrington sera présent. Je l'emmène car elle mérite de traverser cette pièce la tête haute. Et parce que je veux que tout le monde, surtout Carrington et Webb, comprennent précisément qui est Elena Santos, sous ma protection. »« Et qu'est-elle pour vous, patron ?» demanda Dominique, discrètement. « Vraiment ?» Vincenzo observa les documents étalés sur son bureau. Des preuves qui anéantiraient Marcus Webb et nuiraient gravement à William Carrington. Une semaine auparavant, cela n'aurait été qu'une simple transaction commerciale destinée à obtenir ces 8 millions de dollars. À présent, en voyant le nom d'Elena parsemé à travers les traces obsessionnelles de Webb, cela prenait une tournure personnelle, sans aucun rapport avec l'argent. « Je ne sais pas encore, » admit Benzo, « mais je vais le découvrir. » Dehors, le soleil se couchait sur Manhattan. Le lendemain soir, au Metropolitan Club, tout allait basculer. Vincenzo Moretti s'apprêtait à révéler à la haute société new-yorkaise ce qu'il advient lorsque l'on sous-estime ceux que l'on cherche à contrôler. Et Elena Santos, la femme qui avait accidentellement croisé son chemin 5 jours auparavant, serait à ses côtés au moment crucial. La robe que Vincenzo lui avait envoyée était en soie bleu nuit, fluide comme de l'eau, élégante sans ostentation. Elena se reconnut à peine dans le miroir. La femme qui la dévisageait n'était pas la jeune fille effrayée qui avait fui sous la pluie une semaine plus tôt. Cette femme semblait appartenir au monde qu'elle était sur le point de côtoyer. Carlo la conduisit au Metropolitan Club, où Vincenzo l'attendait à l'entrée dans un smoking parfaitement ajusté. Quand il la vit sortir de la voiture, son expression se transforma, une appréciation mêlée à quelque chose de plus profond. « Vous êtes magnifique !» dit-il simplement, lui tendant son bras. « Vous avez l'air dangereux !» répondit Elena en l'acceptant. Son sourire fut rapide et sincère. « Bien, c'est l'objectif. » La grande salle de bal du Metropolitan Club répondait à toutes les attentes d'Elena. Lustres en cristal, serveurs en gants blancs et l'élite fortunée de New York, rassemblée en groupes de privilèges et de pouvoir. Elle sentit les regards se tourner vers eux à leur entrée, les murmures les suivant. « Ils nous observent » murmura Elena. « Laissez-les. » La main de Vincenzo reposait légèrement sur le bas de son dos. « Ils se demandent qui vous êtes et pourquoi Vincenzo Moretti a introduit une nouvelle personne dans leur petit royaume. » De l'autre côté de la salle, Elena le vit. William Carrington, aux cheveux argentés et imposants, entouré d'admirateurs.
Il aperçut Enenzo, et son expression trahit brièvement une pointe de malaise avant de retrouver une neutralité calculée. « Il sait que vous êtes ici, » dit Elena. « Il sait que je suis ici avec vous, c'est ce qui compte. » Vincenzo la guida vers le bar. Marcus Webb devait être présent ce soir. Carrington l'a retiré de la liste des invités ce matin, à cause de moi, parce que Carrington commence à s'inquiéter. Il sent que quelque chose se prépare. Il ne sait juste pas quoi. Vincenzo vérifia sa montre, et dans environ 15 minutes, il va le découvrir. L'estomac d'Elena se noua entre l'anticipation et l'appréhension. « Qu'allez-vous faire ?» Avant que Vincenzo ne puisse répondre, Dominique apparut à son coude. « Tout est en place, patron. Richard a confirmé, les emails sont partis il y a 10 minutes. » Impeccable. Vincenzo se tourna vers Elena. « Venez avec moi, il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il la conduisit à travers la foule, saluant poliment quelques invités, mais sans s'arrêter avant d'atteindre un balcon surplombant la salle de bal. L'espace était plus calme ici, à l'écart de la fête, mais offrant une vue imprenable sur tout ce qui se passait. « Observez, » dit Benzo doucement. Pendant quelques minutes, rien ne se produisit. Puis Elena le vit, une vague de mouvements près de l'entrée. Des gens vérifiant leur téléphone, se penchant l'un vers l'autre, murmurant avec une urgence croissante. L'atmosphère élégante de la fête commençait à se fissurer. « Que se passe-t-il » demanda Elena. « Chaque grand média new-yorkais vient de recevoir un paquet anonyme, » expliqua Vincenzo, sa voix calme malgré la tornade qu'il avait déclenchée. Des documents financiers démontrant une fraude systématique au sein des propriétés de Carrington, sociétés écrans, faux contrats de consulting, blanchiment d'argent, tout cela lié à l'empire de William Carrington. Elena retint son souffle. Les documents d'hier et la signature de Marcus Webb figurent sur la plupart d'entre eux, surtout les plus compromettants. Les yeux de Vincenzo suivirent Carrington, en bas dans la salle de bal. Il pensait qu'on lui confiait des responsabilités. Il n'a pas réalisé qu'on le préparait à être le bouc émissaire. Sur le parterre de la salle de bal, les murmures s'étaient transformés en un faible rugissement. Carrington était entouré de personnes, lui montrant leur téléphone, leur visage allant du choc à l'accusation. Son calme savamment entretenu s'effondrait. Mais le meilleur, poursuivit Vincenzo, c'est le second lot de documents qui vient d'être envoyé à la SEC et à l'IRS. Les relevés de cartes de crédit personnel de Marcus Webb, révélant des milliers de dollars de dépenses non autorisées, puisées sur les comptes des propriétés de Carrington. Hôtels, cadeaux, équipements de surveillance, tout l'argent qu'il a dépensé à vous traquer, Elena. Tout cela volé à son mentor. Elena vit le visage de Carrington pâlir alors que quelqu'un, probablement son avocat, lui montrait quelque chose sur une tablette. « Oh mon Dieu, Marcus Webb a utilisé les fonds de l'entreprise pour vous terroriser. Et William Carrington a validé les comptes qui ont rendu cela possible, même s'il n'en connaissait pas les détails. » Le sourire de Vincenzo était glacial. À présent, toutes les agences de presse de la ville tentent de vérifier les documents. Dès le matin, ce sera le plus grand scandale financier de l'année. En bas, Carrington se frayait un chemin à travers la foule vers la sortie, son téléphone pressé contre son oreille, son masque soigneusement élaboré, complètement brisé. Les autres invités s'éloignèrent de lui, personne ne voulant être associé au scandale qui se déroulait en temps réel. « Carrington va sacrifier Marcus pour se sauver, » dit Elena calmement. « Il est probablement déjà en train d'appeler ses avocats pour rédiger une déclaration. Marcus Webb a agi sans autorisation. Nous sommes choqués et consternés. Coopération totale avec les enquêteurs. » La voix de Vincenzo était empreinte de satisfaction. Marcus Webb sera arrêté d'ici une semaine. Carrington survivra, mais endommagé, sa réputation ternie, ses relations politiques remettant en question leur association, et vos 8 millions de dollars seront versés d'ici lundi matin. Carrington ne peut pas se permettre plus d'attention sur ses finances. Il voudra que cela se règle discrètement et rapidement. Vincenzo se tourna entièrement vers elle. Mais il ne s'agissait jamais uniquement d'argent, Elena. Elle le savait désormais. Il s'agissait de justice, pour elle, pour la mère de Vincenzo, pour tous ceux qui avaient été contrôlés par quelqu'un de plus puissant. Marcus est détruit. Marcus s'est détruit lui-même dès l'instant où il a cru pouvoir posséder une autre personne. Je me suis contenté de m'assurer que tout le monde puisse le voir. L'expression de Vincenzo s'adoucit. « Comment vous sentez-vous » Elena baissa les yeux vers la salle de bal, vers les décombres de la soirée, vers des gens puissants s'empressant de prendre leur distance avec un homme qui l'avait terrorisé pendant 2 ans. Elle s'attendait à ressentir du triomphe, de la revanche. Au lieu de cela, elle ressentait quelque chose de plus complexe, un soulagement mêlé de tristesse pour la jeune fille naïve qui avait cru Marcus quand il lui disait l'aimer.
et une étrange gratitude pour l'homme dangereux à ses côtés, qui lui avait donné quelque chose que Marcus n'avait jamais eu, le choix de se tenir droite et de se battre. « Je me sens libre, » dit-elle finalement. Effrayée, mais libre. Effrayée de quoi? De vous. Elle le regarda droit dans les yeux, de l'étendue de votre pouvoir, de ce que vous pourriez faire si vous le vouliez, de ce que cela signifie que je commence à vous faire confiance malgré tout. Vincenzo resta silencieux un instant, les bruits de la fête perturbés montant d'en bas. « Je n'utiliserai jamais ce pouvoir contre vous, Helena. J'espère que vous le savez. »« Je le sais, c'est ce qui m'effraie. » Elle désigna le chaos en bas. « Vous venez de détruire la vie d'un homme entier avec quelques appels téléphoniques et des documents. Vous maîtrisez les choses, les gens, les situations, et je suis là, dans une robe que vous m'avez achetée, à un événement où vous m'avez emmené, vous regardant orchestrer la chute de quelqu'un. Voulez-vous partir? » C'était une question sincère. Helena savait que si elle disait oui, Vincenzo la ferait partir immédiatement, sans poser de questions. Mais elle resta immobile. « Non, je veux voir comment cela se termine. » Le sourire de Vincenzo était différent cette fois, plus chaleureux, presque vulnérable. « Cela se termine avec vous, en toute sécurité. » Avec Marcus Webb confronté aux conséquences de tout ce qu'il a fait. Avec vous retrouvant votre vie. « Et vous ?» demanda Helena. « Quelle était votre place dans ma vie après tout cela? »« Où que vous vouliez, » dit doucement Vincenzo. « Ou nulle part, c'est votre choix. » En dessous d'eux, le gala sombrait dans le chaos. Carrington s'était enfui. Les invités quittaient les lieux par groupe, prenant déjà leur distance avec le scandale. Et sur le balcon, 2 personnes se tenaient, près l'une de l'autre dans l'ombre, le jeu de pouvoir et de vengeance tourbillonnant autour d'elles, tandis que quelque chose d'autre, une chose qu'aucun des deux n'avait prévue, prenait racine entre eux. « J'ai besoin de temps, » dit Helena, « pour digérer tout cela, pour découvrir qui je suis sans Marcus, sans peur. Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Vincenzo lui tendit son bras. « Mais pour ce soir, laissez-moi vous emmener quelque part, au calme, loin de tout cela. » Helena prit son bras, et ensemble ils laissèrent le chaos derrière eux. Aucun des deux ne vit Dominique observer depuis l'autre bout de la salle de bal, un rare sourire sur son visage. Le patron avait gagné sa guerre, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux au cours du processus. Le lendemain matin du gala, Helena fut réveillée par les alertes d'actualité de son téléphone. Tous les grands médias couvrirent l'histoire. Un dirigeant de Carrington Properties impliqué dans une fraude financière. Marcus Webb, étoile montante ou criminel d'entreprise. Le milliardaire William Carrington, visé par une enquête de la SEC. Helena parcourait article après article, le visage de Marcus affiché à la une, son image méticuleusement construite anéantie en une nuit. Le garçon en or était devenu un exemple flagrant. Son téléphone sonna. Vincent. « As-tu dormi ?» demanda-t-il, sa voix rauque comme s'il n'avait pas fermé l'œil. « Un peu, et toi ?»« Pas beaucoup. »« J'ai géré les conséquences, » fit-il une pause. Marcus Webb a été arrêté il y a 1 heure. Plusieurs accusations, détournement de fonds, fraude, utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise. Ses avocats négocient déjà un accord de plaidoyer. Helena s'assit sur le lit de l'hôtel, la réalité s'imposant à elle. C'est vraiment fini. La partie légale ne fait que commencer. Mais pour toi, oui, Marcus Webb ne te tracassera plus jamais. Il risque de 5 à 10 ans s'il est reconnu coupable. Et les avocats de Carrington s'assurent qu'il en assume seul la responsabilité. Elle aurait dû ressentir plus de triomphe, de vindication, quelque chose. Au lieu de cela, elle se sentait simplement vide. Et Carrington me paiera ce qu'il me doit d'ici la fin de la journée. 8 millions, 8 000 000, plus les intérêts, plus 2 millions, 2 000 000 supplémentaires pour mon dérangement. La voix de Vincenzo exprimait une satisfaction sombre. Sa réputation est en lambeaux, il se reconstruira éventuellement. Les hommes comme lui le font toujours. Mais il n'oubliera jamais le coup d'avoir cru pouvoir éviter ses dettes. « Alors, tu as gagné, » dit Helena doucement. « Tu as eu ton argent et détruit ceux qui t'ont trahi. » Oui, il ne le nia pas. « Helena, j'aimerais te voir aujourd'hui. Peut-on se rencontrer ?» 2 heures plus tard, Helena pénétra dans le penthouse, une sensation de déjà-vu la submergeant pour ce qui lui semblait être la 100e fois. Cette fois-ci, cependant, tout était différent. Le dispositif de « salle de guerre » avait disparu. La suite ressemblait à nouveau à une simple chambre d'hôtel de luxe, paisible et silencieuse. Vincenzo se tenait à la fenêtre, toujours vêtu des mêmes vêtements que la nuit précédente, un air plus humain que jamais, fatigué, incertain, vulnérable. « Merci d'être venu, » dit-il.
Tu as demandé, je suis venu. Elena posa son sac à main. Alors, que se passe-t-il maintenant? Mais c'est de cela que je voulais parler. Il se dirigea vers le coin salon, lui faisant signe de le rejoindre. Ta vie, tu la retrouves, Elena. Marcus fait face à la prison. Carrington ne risquera pas de s'approcher de toi. Tu es en sécurité. Grâce à toi. Grâce à ton courage d'avoir fui en premier lieu. Vincenzo se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Mais maintenant, tu as un choix à faire. Le cœur d'Elena s'accéléra. Quel genre de choix? La première option, je peux te faire disparaître. Nouvelle identité, nouvelle ville, suffisamment d'argent pour recommencer à zéro n'importe où dans le monde. Mes gens s'assureront que personne de ton ancienne vie ne puisse te retrouver. Pas Marcus quand il sortira de prison. Pas Carrington, personne. Liberté totale, anonymat total. On dirait un programme de protection des témoins. Un concept similaire. Tu serais en sécurité, mais tu serais aussi seul. Nouveau nom, nouvelle histoire, aucun lien avec quiconque tu connaissais auparavant. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens, y compris moi. La gorge d'Elena se serra. Et la deuxième option? Tu restes. Tu gardes ta vie, ton travail, ton nom, tout ce qui t'appartient. Mais tu restes dans mon monde, sous ma protection. Non pas comme quelqu'un que je protège, mais comme quelqu'un... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Comme quelqu'un qui compte pour moi. L'air entre eux devint électrique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je veux te connaître, Elena Santos. Non pas comme une femme que je protège d'une menace, mais comme toi, la vraie toi. La voix de Vincenzo était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. Cela signifie que je veux voir où cela nous mène, si tu le désires aussi. Mais je ne te mentirai pas sur ce que cela implique. Ton monde est dangereux. Oui, si tu fais des choses illégales, probablement immorales selon les standards de la plupart des gens. Ah oui, il ne sourcilla pas face à son honnêteté. Des hommes armés te suivent. Tu as des ennemis. Tu orchestrades la chute de gens d'un simple coup de fil. Tout est vrai. Vincenzo soutint son regard avec fermeté. Je suis exactement ce que tu penses que je suis, Elena. Je ne suis pas Marcus. Je ne te contrôlerai jamais, ne te blesserai jamais, ne t'enlèverai jamais tes choix. Mais je suis dangereux, et être proche de moi signifie accepter ce danger. Elena se leva, se dirigeant vers la fenêtre où il s'était tenu si souvent. La ville s'étendait en contrebas, vaste et complexe. Quelque part là-bas, Marcus était assis dans une cellule. Quelque part, William Carrington s'efforçait de sauver son empire. Et ici, 40 étages plus haut, on lui offrait un choix qui définirait le reste de sa vie. J'ai passé deux ans piégée dans une relation avec quelqu'un qui me faisait me sentir insignifiante, dit-elle doucement. Il m'a enlevé mes choix, un par un, jusqu'à ce que je ne me souvienne plus qui j'étais sans lui. Et puis, je suis entrée par accident dans ta chambre, et tu m'as rendu mon pouvoir. J'ai fait ce qui devait être fait. Non, elle se tourna vers lui. Tu as fait plus que ça. Tu m'as vu, non pas comme une victime, ni comme un levier, mais comme une personne digne d'être protégée, simplement parce que c'était juste. Sa voix trembla légèrement. Et maintenant, je ne sais pas si ce que je ressens est réel, ou si c'est juste de la gratitude ou un traumatisme ou... C'est réel, dit Vincenzo en se levant. Ce que tu ressens est réel, Elena, et ce que je ressens aussi. C'est pourquoi ce choix est si important. Je ne te laisserai pas rester parce que tu te sens obligée. Je ne te laisserai pas rester parce que tu es reconnaissante. Tu restes parce que tu le veux, sachant exactement ce que tu choisis. Et si je choisis de disparaître? Une douleur traversa son visage, rapidement masqué. Alors, je t'aiderai à disparaître. Je m'assurerai que tu sois en sécurité et établi partout où tu voudras aller. Et je respecterai entièrement ton choix. Les yeux d'Elena brûlèrent de larmes ravalées. J'ai besoin de temps. Je sais. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans la voix de Marcus dans ma tête, sans peur, sans... Elle fit un geste entre eux, sans toute cette intensité. Combien de temps as-tu besoin? Je ne sais pas. Des jours, des semaines? Elle rit d'un rire nerveux. Je n'ai jamais eu à prendre une décision d'une telle ampleur auparavant. Marcus prenait toutes mes décisions pour moi. Vincenzo s'approcha lentement d'elle, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Elle ne le fit pas. Il lui caressa doucement le visage, son pouce effleurant sa pommette. « Prends tout le temps dont tu as besoin. 1 semaine, 1 mois, 1 an, peu importe. J'attendrai. Et si je choisis de partir, alors tu me manqueras chaque jour pour le reste de ma vie, dit-il simplement. Mais je serai heureux de savoir que tu es libre et en sécurité, et que tu vis la vie que tu as choisie. » Une larme glissa sur la joue d'Elena.
Vincenzo l'essuya. J'ai peur, avoua-t-elle. De toi, de ça, de combien je veux rester, même si je sais que je ne devrais pas. Avoir peur est intelligent, cela signifie que tu comprends ce que tu choisis. Il pressa un doux baiser sur son front. Rentre chez toi, Helena, dans ton véritable appartement, avec ta vraie vie. Prends ton temps, découvre ce que tu veux. Et quand tu seras prête, si tu es prête, appelle-moi. Et si tu n'appelles pas, alors je saurai que tu as choisi la liberté plutôt que moi, et ce sera bien aussi. Son sourire était triste mais sincère. Ton bonheur importe plus que ce que je désire. Helena quitta le penthouse abasourdie, Carlo l'attendant pour la ramener chez elle. Tandis que la ville défilait devant les vitres de la voiture, elle réfléchit au choix, à la liberté et à l'homme dangereux qui lui avait offert les deux. Elle pensa aux robes bleu nuit, aux équipes de protection et à la façon dont Vincenzo la regardait comme si elle était précieuse. Elle pensa à Marcus en cellule, à la réputation brisée de Carrington et au prix de la vengeance. Et elle pensa au genre de vie qu'elle voulait bâtir sur les cendres de tout ce qu'elle avait fui. Le choix lui appartenait maintenant, entièrement, terrifiante, magnifiquement. Trois semaines passèrent. Helena reprit le travail. Elle réintégra son appartement, son vrai appartement, et non plus des chambres d'hôtel. Elle prit un café avec des amis avec qui elle avait perdu le contact pendant les années Marcus. Elle commença une thérapie, travaillant sur deux ans de manipulation et de contrôle. Elle n'appela pas Vincenzo, mais son équipe de protection restait, invisible, mais présente. Carlo lui envoyait des SMS tous les quelques jours, des nouvelles occasionnelles qui ressemblaient en plus à un ami s'enquérant de son état qu'à un garde du corps faisant son travail. Des fleurs arrivaient à son appartement une fois par semaine, toujours simples, jamais ostentatoires, avec des cartes disant des choses comme « Je pense à vous et prenez votre temps ». Marcus Webb plaida coupable à 8 chefs d'accusation de fraude et de détournement de fonds. Les informations le montrèrent menotté, conduit au tribunal, ne ressemblant en rien à l'homme confiant qu'il avait autrefois persuadé qu'elle ne pouvait survivre sans lui. Il fut condamné à 7 ans de prison. William Carrington survécut. Le scandale amoindri mais intact, exactement comme Vincenzo l'avait prédit. Les 8 millions furent payés. La dette réglée. Helena observa tout cela de loin, se sentant comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre. Et lentement, pièce par pièce, elle se souvint qui elle était. Elle était Helena Santos, qui aimait les vieux films et les jeux de mots terribles, qui voulait voyager mais n'avait jamais quitté le pays, qui était douée pour son travail et terrible en cuisine, qui avait survécu à quelque chose qui aurait pu la briser et en était ressortie plus forte. Elle était quelqu'un qui méritait d'être heureuse. La question était, qu'est-ce qui la rendrait heureuse? Pendant des semaines après le gala, Helena resta assise devant le Belmont Grand, contemplant le bâtiment où tout avait basculé. Elle était venue ici sans y penser, sa voiture semblant naviguer seule. Elle sortit son téléphone, regarda le contact de Vincenzo, le numéro qu'elle avait fixé des centaines de fois, mais qu'elle n'avait jamais appelé, et enfin, elle appuya sur « Composer ». Il répondit à la première sonnerie. Helena, juste son nom, mais elle y entendit tout, l'espoir, la prudence, le désir. « Je suis en bas, dit-elle. Puis-je monter? Toujours. » Le penthouse avait l'air différent sous la lumière de la fin d'après-midi, plus doux d'une certaine manière. Vincenzo l'attendait près de la fenêtre, son endroit habituel. Mais quand elle entra, il ne bougea pas, la laissant venir à lui, la laissant contrôler le moment. « Tu as été patient, » dit Helena. « Tu as demandé du temps, je te l'ai donné. » Ses yeux sombres sondèrent son visage. « As-tu découvert ce que tu voulais? » « J'ai découvert qui je suis sans peur, sans quelqu'un qui me contrôle, sans fuir. » Elle fit un pas de plus. « Je suis quelqu'un d'assez courageux pour entrer dans le penthouse d'un étranger pendant un orage, qui est assez forte pour tenir tête à un homme comme Marcus Webb, qui est assez intelligente pour faire la différence entre être protégé et être contrôlé. Tu es toutes ces choses. » Benzo acquiesça doucement. « Et j'ai découvert autre chose, » ajouta-t-elle, faisant un pas de plus. « Je suis de ceux qui osent choisir le danger si celui-ci est authentique et en vaut la peine, » déclara-t-elle, son expression s'éclairant d'une lueur d'espoir, brisant sa façade de maîtrise. « Je choisis de rester, » articula-t-elle posément, « non par gratitude, ni par peur, mais parce que je désire te connaître, Vincenzo Moretti, le véritable toi, au-delà de l'homme qui m'a secouru. Je veux explorer où cela nous mènera. Tu saisis l'ampleur de ce que cela implique.
Je comprends que ton univers est périlleux et qu'être à tes côtés comporte des risques. » Elle réduisit la distance qui les séparait inéluctablement. Mais vivre sans toi m'a semblé bien pire. Au cours de ces quatre dernières semaines, j'ai été libre, réellement libre pour la première fois depuis des années. Et ma seule pensée était que je désirais partager cette liberté avec toi. La main de Vincenzo se leva pour caresser son visage, un geste désormais familier. Je ne puis te promettre une existence ordinaire. Je ne recherche pas la normalité. La normalité est ce qui m'a piégé avec Marcus, rétorqua Helena avec un sourire. Je veux l'authenticité, je veux la sincérité, je veux quelqu'un qui me considère comme une égale, non comme une possession. Tu n'es pas seulement mon égale, Helena, tu es la personne la plus forte que je connaisse, lui répondit-il, son pouce effleurant son arcade sourcilière. Tu as fait irruption dans mon monde par accident, et tu as tout bouleversé. Tu m'as rappelé la raison première de mes combats, non pour l'argent ou le pouvoir, mais pour la justice, pour ceux qui ne pouvaient se défendre. Par conséquent, nous sommes tous deux différents de ce que nous étions il y a quatre semaines, radicalement différents. Le sourire de Vincenzo était sincère, chaleureux, aux antipodes du masque froid qu'il arborait habituellement. La question est, qu'allons-nous faire maintenant? Helena éclata d'un rire soudain et éclatant. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais fréquenté de chef mafieux auparavant. Je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui me défie comme tu le fais. Il l'attira contre lui, son front reposant sur le sien. Nous trouverons la solution ensemble. Ensemble, répéta Helena, appréciant la sonorité du mot. Il y a quelque chose que tu devrais savoir, lui dit Vincenzo. Je me retire. Elle recula pour le regarder. Quoi? Pas complètement. Cela ne fonctionne pas ainsi. Mais je me retire de la gestion quotidienne. Dominique se chargera de la majeure partie des affaires, précisa-t-il, son expression grave. J'ai passé 15 ans à bâtir un empire, à livrer des guerres, à recouvrer des dettes. Et puis tu as déferlé dans ma vie et m'as fait réaliser que je désire autre chose. Que désires-tu? Une vie authentique, dit-il, sa main trouvant la sienne, leurs doigts s'entrelaçant. Avec toi. Si tu veux bien de moi, je conserverai toujours mon pouvoir, mes relations, ma protection. Cela ne disparaît pas. Mais je souhaite les utiliser différemment, pour des personnes comme toi, comme ma mère. Des gens qui ont besoin d'une personne puissante pour les défendre, plutôt que de les combattre. Les yeux d'Helena se remplirent de larmes, mais cette fois-ci, des larmes de bonheur. Tu es complètement sérieux. Tu as tout changé en moi, Helena Santos, lui dit-il, en l'embrassant sur le front, ses lèvres frôlant les siennes. Alors je te le demande, resteras-tu, pas seulement ce soir, mais vraiment resteras-tu pour bâtir cette vie avec moi? Elle répondit en annulant la distance qui les séparait, l'embrassant avec toute la peur, l'espoir et le choix qu'il avait de mener jusqu'à cet instant. Il réagit immédiatement, ses bras l'enlaçant, la serrant comme si elle était à la fois précieuse et dangereuse, l'incarnation de tout ce qu'il avait attendu. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, légèrement essoufflés, Helena sourit contre ses lèvres. « Je reste, » murmura-t-elle. « Fini de fuir. »« Fini de fuir, » acquiesça-t-il. Au-delà des fenêtres, New York scintillait dans la lumière déclinante, la même ville où elle avait fui, terrifiée et désespérée, sous une averse quelques semaines auparavant. La même ville où elle avait accidentellement pénétré dans la mauvaise pièce et découvert exactement ce dont elle avait besoin. Elle n'était plus cette jeune femme effrayée. Elle était Helena Santos, debout aux côtés de Vincenzo Moretti par choix, édifiant quelque chose de puissant et d'inattendu à partir des cendres de tout ce à quoi ils avaient tous deux échappé. Ce n'était pas l'histoire d'amour qu'elle avait imaginée plus jeune. C'était mieux, c'était réel. C'était fondé sur la confiance, le respect et cette liberté qui ne naît que du choix personnel. Et alors que Vincenzo l'attirait de nouveau contre lui, tous deux en silhouette devant les lumières de la ville, Helena savait qu'elle avait fait le bon choix. Pas le choix sûr, pas le choix facile, mais le bon. 6 mois plus tard, Carlo plaisanterait en disant que le patron avait plus souri durant cette première année avec Helena que durant les 15 précédentes réunies. Dominique noterait que les affaires de Vincenzo étaient devenues plus stratégiques, davantage axées sur la protection que sur la vengeance, et Helena créerait une fondation, financée par les investissements stratégiques de Vincenzo, pour aider les femmes à échapper aux relations abusives. Mais cette nuit-là, dans le penthouse où tout avait commencé, 2 personnes se tenaient simplement l'une l'autre et choisissaient de recommencer ensemble,